Bien, alors dans la série Gnosis, nous sommes Petit Roi avec un auteur suisse, José Roosevelt. Alors José, en quelques mots, qui êtes-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas? Alors, vous avez dit Suisse, mais je suis suisse d'adoption. Ah, Je suis d'origine brésilienne et j'ai vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 30 ans. Et je suis auteur de bande dessinée, je suis peintre et éventuellement illustrateur. voilà. Alors actuellement, vous avez une maison d'édition qui s'appelle Le Canard, je crois. Les éditions de Canard. Voilà. Alors, vous pouvez en parler de cette maison? C'est parce que c'est vraiment votre travail personnel, vous faites ça en freelance, je crois. Absolument. Les éditions de Canard sont nées il y a 12 ans de l'envie que j'avais de terminer une série qui a été commencée chez un autre éditeur et qui a été arrêtée pour des raisons personnelles malheureusement. Donc j'avais envie de continuer cet album, il était La Table de Vénus. C'était prévu en 3 volumes, il y a juste un qui a été publié par cette maison d'édition. Donc j'ai terminé l'histoire, j'ai fait une intégrale et j'ai publié moi-même ce livre. Donc c'était de l'auto-édition. D'accord. Pour ne pas que soit noté, édité par l'auteur, je n'aime pas beaucoup ça. J'imaginais un label, ce serait les éditions de Canard, duquel j'ai affublé mon livre. Et par la suite, finalement, les éditions de Canard sont devenues une vraie maison d'édition, qui pour l'instant n'édite que mon travail, mais on verra dans l'avenir. On ne sait pas ce qui nous réserve l'avenir. On verra. Alors, est-ce que vous pourriez donner quelques adjectifs qualificatifs pour parler de votre travail pour les gens qui n'ont lu aucun de vos albums, qui ne connaissent pas? Comment on pourrait qualifier vos Alors, œuvres? moi j'ai un passé, malheureusement là je suis obligé de parler du passé, un passé de peintre surréaliste. Le surréalisme m'a conquis complètement depuis ma jeunesse. J'ai lu beaucoup d'écrits sur le surréalisme, j'ai regardé énormément la peinture des maîtres comme Dali, Magritte, Ernst, Delvaux, et j'ai pratiqué le surréalisme dans la peinture pendant très longtemps, depuis bientôt 40 ans. Et dans la bande dessinée, j'ai apporté ce côté-là. Je crois que c'est quelque chose d'un peu nouveau dans la bande dessinée, qu'on apporte ce côté surréaliste, ce côté onirique. Le premier album qui a été fait dans cette veine-là, que j'ai fait, c'était Voilà, l'horloge. qu'on voit à côté. Alors là, effectivement, on voit 12 couleurs. Alors, en deux mots, le pitch de l'horloge, oui, justement. Alors, l'horloge, à l'origine, il y avait le tableau. Mm. Un tableau que j'ai peint aux années 90. Et vers 96, je me suis dit, mais je pourrais utiliser Mhm. cette structure Mhm. circulaire qui est divisée en 12 parties, chaque partie contenant une couleur Mhm. différente et des animaux, des entités, des objets différents à chaque fois. Et je me suis dit que je pourrais partir de ça et faire une bande dessinée sur cette structure. Donc c'est une bande dessinée divisée en 12 chapitres. Dans chaque chapitre, il y a une couleur qui prédomine. Il y a une référence à l'animal qui est représenté, Mhm. une référence à l'objet qui est représenté. Et j'ai construit une histoire sur cette structure très rigide, une histoire très libre, Mhm. avec des personnages fantastiques, moitié elfe, moitié humain. Il y a Juan Alberto qui est le personnage qui a une tête de canard, Mhm. qui est par la suite devenu un de mes personnages préférés. Donc j'ai écrit une histoire et en plus j'ai ajouté d'autres éléments basés sur le 12, c'est-à-dire les mois de l'année, avec la différence des saisons. On sent qu'on passe d'une saison à l'autre au fur et à mesure qu'on lit l'histoire.
Donc tout ça, c'était un cadre très strict sur lequel je jouais de la façon la plus libre. D'accord. Et alors, vous pourriez donner en une phrase l'intrigue de cette histoire qui est très touffue et très, très dense, Alors c'est très difficile de parler de l'horloge en avec une phrase. une Je seule sais, c'est pour ça phrase. que je pose la question. Mes scénarios en général sont assez complexes. Voilà. J'aime la complexité. Ouais. J'ai toujours été très attentif à la complexité du monde. Mm. Et ça se réfléchit sur mes histoires. Donc c'est une histoire complexe. On peut donner une idée plus ou moins générale. C'est un schéma, disons, initiatique, 3 personnages qui se trouvent dans une telle situation très stable et qui partent parce qu'ils ont besoin de découvrir, de savoir, ils partent dans le monde. C'est un peu, finalement, le parcours de chacun d'entre nous. Mhm. Et il y a un autre détail, c'est que dans le tableau, d'un côté nous avons une femme et d'autre nous avons l'homme. Mhm. Donc l'histoire aussi elle est divisée en 2 parties. Les 6 premiers chapitres, c'est la partie féminine de l'histoire. Et les 6 dernières, c'est la partie masculine. Donc on commence un peu dans ce monde intuitif, de rêve. C'est le côté droit du cerveau. Et à partir de là, plus ou moins, on commence à entrer dans le mode masculin. Dans la partie, pardon, c'est là que le côté, oui, le côté gauche du cerveau, c'est le côté de la lutte pour le pouvoir, etc., etc. Je ne vais pas dévoiler toute l'histoire. D'accord, il faut le lire, effectivement. Donc une histoire initiatique avec beaucoup de symboles. Il y a des symboles, certains très faciles à décrypter. Le lecteur n'aura pas de difficulté de décrypter certains symboles. Il y a d'autres, par contre, qui sont plus hermétiques. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, j'ai inclus dans l'histoire une reproduction d'un tableau que j'avais peint. Donc nous avons 12 tableaux qui apparaissent dans l'histoire. Il y a un dans le premier chapitre qui apparaît sur le chevalet d'un personnage qui s'appelle le peintre. Il y a un deuxième qui apparaît dans le deuxième chapitre sur le mur de la maison d'un des personnages. Et comme ça, ils vont découvrir au 4e chapitre ce tableau-là qui est l'horloge. Et donc ces tableaux, on peut les interpréter comme une suite aussi. Il y a certains lecteurs d'ailleurs qui ont lu une deuxième histoire avec les tableaux. D'accord. Donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs niveaux de lecture. Et en plus, ça a un peu déstabilisé certains lecteurs. La fin, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on pouvait dénouer tous les chemins qui ont été ouverts, et non, on arrive dans un point d'interrogation, si on veut. Pourquoi? Parce qu'on a fait le tour de l'horloge, et on peut soit le recommencer, Ouais. soit le continuer, mais dans un autre registre, parce qu'évidemment, les personnages ne sont plus les mêmes après cette histoire, après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu. Donc c'est un cycle qui peut recommencer après. Oui, voilà. Il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs cercles qui apparaissent dans l'histoire. Et il y a les fameux... Il y a des coquillages volants. Il y a des coquillages volants dans cette histoire. Ça, c'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, quand j'habitais encore au bord de l'océan au Brésil. J'ai inclus dans mes peintures surréalistes des coquillages. Ces coquillages qui ont un développement logarithmique. Oui, la suite de Fibonacci ou le nombre d'or, c'est ça? Exactement. Donc du coup, ça donne un ordre dans le désordre. Quoi. Donc on peut aussi dire que ce développement circulaire, il n'arrive pas au point de départ, mais il continue dans d'autres dimensions. Voilà. On va explorer les autres dimensions de votre œuvre, justement. Alors, votre œuvre est effectivement basée sur une série de livres, et vous avez
commencer une nouvelle série qui est prévue en 13 tomes. Nous sommes actuellement au tome 7, je crois. C'est l'œuvre Ce, peut-être vous pouvez nous montrer le tome 7 qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Alors, voilà. On va regarder cette œuvre Ce, et effectivement un personnage qui a l'air assez torturé, qui se cherche lui-même, hein, qui est un personnage alors entre hommes immortels, hein, un être, et qui rencontre aussi des êtres qui sont, on va dire, entre l'homme et l'animalité. On est dans le monde des rêves. Alors, expliquez-nous en quelques mots, si c'est possible aussi, cet univers assez imprégné, on va dire, de psychanalyse jungienne, ou je ne sais pas quelles sont vos influences pour cette œuvre-là. Alors, tout me sert d'influence, c'est-à-dire que je ne cherche pas seulement dans un certain créneau le surréalisme comme il ouvre l'inconscient, c'est-à-dire on part des images de l'inconscient, on part des rêves pour décrypter ce qui est peut-être, en tout cas ce que le surréaliste croyait une surréalité, c'est-à-dire la réalité qui compte et pas la réalité objective. Dali disait d'ailleurs que la réalité objective était un phénomène d'amnésie. L'idée de ce, d'abord ce titre, ce, je voulais que ce soit un titre qui ne dise rien de l'œuvre. Alors, ce, c'est un mot tellement qui tout seul ne veut rien dire. Et ça a titillé la curiosité des lecteurs. Et le personnage même, au début de l'histoire, on comprend qu'il est un immortel qui rêve, c'est que dans cette histoire, c'est un cas rare. Mais ce n'est pas un immortel comme on voit souvent dans les histoires, une sorte de dieu avec des pouvoirs, ni un vampire pour qui l'immortalité est une malédiction, mais il appartient à une sorte de caste, la caste des immortels. Et le fait qu'il rêve, ça le fait beaucoup souffrir parce que c'est un rêve assez dramatique. Et il cherche à comprendre pourquoi il rêve. Il sent que les réponses peuvent être données par des personnages qui vivent dans une partie souterraine du monde où il habite. En fait, on va découvrir au fur et à mesure qu'on lit que quelqu'un l'a invité à aller dans cette partie. Parce que c'est quelqu'un qui est un magicien, qui habite dans cette partie souterraine et a intérêt, on va découvrir bien plus tard, à que ceux viennent au souterrain, au monde souterrain, au secteur Crécy. Et donc c'est une histoire au début très mystérieuse, les lecteurs sont perdus, aussi perdus que le personnage lui-même. D'ailleurs, tout est centré sur lui, c'est vraiment comme un rêve. Il est le personnage, il est un peu comme si c'était lui qui racontait l'histoire. Et c'est une histoire sur la mémoire, sur le rêve et sur l'identité. Parce qu'en fait, en tant qu'immortel, il n'a aucun souvenir de son passé. Et peu à peu, il comprend que ces rêves qu'il fait, ce sont des souvenirs de sa vie passée, quand il était encore mortel. Et le lecteur découvre avec lui ça. L'histoire, elle part sur plusieurs directions. Il y a quelques personnages clés qui vont apparaître. Il y a une femme qu'il rencontre dans ce monde souterrain, mais de laquelle il rêve aussi. Dans ses rêves, elle est plus jeune et elle a un bras électronique. Le bras gauche, c'est comme si elle était une espèce de cyborg. En fait, non, elle est une femme qui est née sans bras, auquel on a greffer quelque chose. Mais vous aimez beaucoup les mélanges, les créatures hybrides, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tout le monde. Alors, dans le monde souterrain,
Ouais. Justement en opposition à cet endroit où vivent les immortels, où tout le monde s'habille plus ou moins de la même chose, ils ont une apparence absolument normale. Dans le monde souterrain, c'est comme si on arrivait dans un monde de fantaisie, de rêve, un pays des merveilles, on pourrait dire. Les personnages ont parfois des caractéristiques animales, il y a un mélange, il y a certains qui ont des cornes et des oreilles pointues comme des elfes, il y a d'autres qui portent une tête de cheval, ou de chien, ou de canard, etc. etc. Donc il y a dans ce monde ce qu'on va comprendre par la suite qu'il s'agit de races mutantes. Dieu sait après quel moment de l'histoire. Ok. Et alors, c'est prévu en 13 En 13 tomes. volumes. Et vous savez déjà la fin ou Oui, bien sûr. L'histoire, vous avez la vision de la fin quand même. Elle est écrite jusqu'au 13e volume. D'accord. Il y a d'ailleurs une raison pour laquelle ce sont 13 volumes, ni 12 ni 14. C'est lié à la symbolique encore du chiffre 13. On va découvrir petit à petit. Il y a déjà quelques pistes que j'ai données, mais on va comprendre à la fin pourquoi 13 volumes. D'accord, à suivre, donc ça va se terminer en quelle année alors cette histoire? Alors pour l'instant j'ai réussi à faire un volume par année. Ouais. Donc j'ai commencé en 2007. D'accord, donc volume 8 sort cette année. Et donc faites les comptes. Voilà. En 2020, je pense 2020 que on aura la fin. Super. Sera complète. Voilà. Et il y a des références qui viennent de temps en temps aussi au livre Alice au Pays des Merveilles. Voilà, Alice, oui, parce qu'un des personnages féminins s'appelle Alice avec 2 S, je crois. S'appelle Alice, A-L-Y-S-S. S-S, 2 S, voilà. Oui. Hein, ça renvoie donc à une Alice, là je retrouve un Alice au Pays des Merveilles, donc ça c'est une illustration que vous avez fait de Lewis Carroll, hein. Donc là pour tout le monde, pour enfants peut-être vraiment, alors que ça c'est quand même pas vraiment pour les enfants. Non. Hein, voilà. Alice c'est le seul livre que j'ai fait qui peut être mis entre toutes les mains. Pourquoi cet intérêt pour Alice au Pays des Merveilles dans votre œuvre? Alors, Alice, si on veut bien, c'est le premier livre surréaliste que j'ai lu. Ce que j'ai fait, c'est pas de faire une traduction de l'histoire, chose qui serait impossible parce qu'on ne peut pas traduire les jeux de mots, on ne peut pas traduire les références, mais j'ai essayé de récupérer l'esprit de Lewis Carroll. Donc les jeux de mots, j'ai créé de nouveaux jeux de mots. J'ai affublé les personnages des tics de langage, par exemple. Et il y a j'ai fait par exemple de Griffon une sorte d'existentialiste mou, etc. etc. Donc c'est plus un hommage à Lewis Carroll qu'une traduction, même si l'histoire reste la même. D'accord, alors l'univers où va Alice, pour vous, c'est l'univers aussi dans lequel se promène votre immortel dans ce, ou pas, ou c'est différent? Non, c'est pas tout à fait ça. Comment vous concevez cet univers d'Alice au Pays des Merveilles? Ce monde, est-ce que vous avez, quelle vision vous avez de ce monde finalement il y a plusieurs hypothèses, hein, mais quelle est la vôtre? Au-delà du miroir, le monde d'Alice. Voilà, est-ce qu'il y a un lien ou pas et comment... Alors, il y a certains ponts que je m'amuse à dresser entre le Pays de Merveilles d'Alice et la ville souterraine où se va se promener. Mais dans le chapitre 8, dans le volume 8, qui va encore paraître en septembre, ils entrent dans un jeu qui a été créé. Et Alice entrent dans un jeu qui a été créé par le frère d'Alice, qui est un magicien et un informaticien très très calé. Donc il crée un jeu qui est plus qu'un jeu vidéo, parce que c'est comme si on entrait dans un autre univers et qu'on n'a plus les références de l'univers duquel on vient. Voilà. Donc dans ce jeu, ils arrivent, et ça on va découvrir dans le volume 8, ils arrivent dans
le 21e siècle, bien chez nous, et il y a toutes ces choses qu'on n'a pas dans le monde souterrain, à commencer par les arbres, à commencer par les oiseaux, le coucher du soleil. Donc Alice, quand elle voit ces choses, les arbres, le chant des oiseaux qu'elle écoute, Mhm. quand elle voit le soleil couchant, elle exclame, mais c'est merveilleux, c'est le pays des merveilles. D'accord, donc on voit, et ça se rejoint par moments, effectivement. Hein, il y a des, ouais. Donc le pays des merveilles peut être Peut être notre aussi. monde à nous. Ouais. Alors, José, deuxième question, finalement, votre vision de l'homme, à travers notamment votre peinture. Là, vous nous présentez une peinture extrait d'un recueil de vos œuvres. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter le sens symbolique de cette peinture assez surréaliste, justement? Alors, cette peinture est plus symbolique que surréaliste, en Mhm. fait, parce que ce sont les quatre éléments que j'ai représentés par une sorte d'anthropomorphisation. C'est-à-dire Mhm. chaque personnage ici représente un des quatre éléments. C'est un tableau carré divisé en quatre triangles. Mhm. Donc, pourquoi l'homme? Pourquoi les éléments représentés par l'homme? L'homme, si vous parcourez mon œuvre, il est toujours le personnage principal. Je me suis toujours intéressé à l'homme, par le fait peut-être que c'est nous. D'ailleurs, l'homme est souvent représenté dans mes tableaux déshabillés. Mhm. C'est-à-dire, c'est nous, sans toutes les références d'époque, de lieu, c'est nous à nu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est une question qu'on se pose, je pense qu'avant encore les présocratiques. Est-ce que c'est une question que vous vous posez vous, en fait? Non, est-ce que, voilà. On ne peut pas s'empêcher de la Hmm. poser. Hein? Qui nous sommes-nous? Pourquoi nous sommes ici? Où allons-nous? On ne peut pas s'empêcher. Mais je ne peux pas parler non plus de l'homme en tant qu'individu, c'est-à-dire moi, en tant qu'homme, je peux poser cette question, qui suis-je? Parce Mhm. qu'on en parle de l'homme, on parle de nos semblables aussi. Mhm. Et la question devient très complexe, parce que moi j'ai disons, une idée de l'homme vis-à-vis de moi. J'ai une idée de l'homme vis-à-vis de mes semblables. Mhm. Je remarque qu'il y a des différences, je remarque qu'il y a des similitudes. Mais est-ce que ma perception est-elle juste? Ah, ouais. Est-ce que la perception que j'ai de moi Mhm. est juste? Mhm. Peut-être que vous me percevez complètement différent de ce Mhm. à quoi moi je pense Eh de oui. moi-même. Donc, c'est une question finalement très relative. Il y a autant de perceptions différentes qu'il y a de cerveaux. Alors, on voit dans votre œuvre quand même effectivement des hommes animaux, des hommes immortels. Alors, entre les deux, est-ce que finalement l'essence de l'homme, pour vous, c'est quoi? C'est un animal ou c'est un être immortel potentiel? On sent qu'il y a un balancement dans votre œuvre entre ces deux pôles. Oui. Alors, En fait, mon œuvre est un perpétuel questionnement. C'est une interrogation. Et s'il y a un but dans ma peinture et dans ma bande dessinée, c'est de porter cette interrogation dans l'esprit du lecteur ou de celui qui observe ma peinture. Ma peinture est un surréaliste, c'est-à-dire basée sur les images de l'inconscient. Elle propose plus de questions qu'elle apporte de réponses. Chaque fois que je représente l'homme, c'est comme si je posais la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on met l'homme en rapport à des objets ou à des références culturelles, il y a souvent une hybridisation entre l'homme et l'animal ou la nature dans mon travail. C'est toujours une question que je me pose. Quel est le rapport de l'homme avec ce qui l'entoure? mhm. Et aussi le monde comme étant quelque chose qui est peut-être illusoire. C'est-à-dire, est-ce que le monde dans lequel on vit est vraiment
le monde? Cette question, justement, je la pose avec ceux. Voilà. Hein? Ceux, ils cherchent non seulement son identité, mais aussi ils cherchent à comprendre la réalité de son monde. Dans le volume 7, il y a, d'ailleurs il s'appelle De l'autre côté du miroir. Le volume 7 commence d'une façon très bizarre. On n'a plus ceux, on a un personnage qui s'appelle Yann. Et les premières images de ce volume 7 sont deux. C'est la dernière image du volume 6 et la dernière image du volume 5, qui sont présentées comme les dernières images du niveau 6 et du niveau 5 d'un jeu que Yann a créé. Donc, on commence à lire, enfin, le lecteur commence à lire ces volumes et il se dit, mais alors tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, les 6 premiers volumes, ce n'était qu'un jeu. On dirait une solution un peu facile, comme ces histoires complètement folles. Et à la fin, le gars, le personnage, il se réveille et dit, ah bon, ce n'était qu'un rêve. Non, c'est pas ça. L'histoire se poursuit. On remarque qu'il y a certains personnages qui ont certaines similitudes avec d'autres qui ont apparu dans les volumes précédents. Et Yann, le créateur de ce jeu, il évolue dans un monde très familier au nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles, comme on voit dans les rues d'une ville, etc. Il va boire un verre, il rencontre un ami, et il rencontre une certaine Alice aussi. Encore Alice. Voilà. Seulement cette Alice-là, ça s'écrit A-L-I-C-E, comme la fameuse Alice de Lewis Carroll. Et cette Alice, finalement, lui révèle que lui n'est pas Yann, mais il est Johan, son frère, et que le jeu qu'il croit avoir inventé, en fait, c'est le monde réel. Et que le monde où il se trouve maintenant, qui pourtant nous est familier, c'est justement le jeu. C'est le monde virtuel. Donc là, on est un peu dans Matrix. Voilà, c'est un peu Matrix. La caverne de Platon. Caverne de Platon, tout ce que vous voulez. C'est on retrouve des points communs. Dans le volume 8, ça devient un peu plus clair. Et on va comprendre d'ailleurs la raison pourquoi il a créé ce jeu. D'accord. Voilà, donc votre vision de l'homme, elle est effectivement très complexe et vous posez plus de questions que vous n'apportez de réponses, mais vous envisagez quand même tout un panel de solutions finalement. Pas vraiment de solutions, pas de solutions mais des possibilités. Disons. Je crois que l'homme, il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup. L'homme est une corde tendue sur un abîme. Une corde qui va du singe au surhomme. Bon, le singe et le surhomme, ce sont des histoires qu'on peut discuter. Le surhomme de Nietzsche me semble un peu trop douteux. Mais bon. Mais l'idée de la corde sur l'abîme, ça je trouve merveilleux. D'accord. C'est cette chose indéfinie. C'est cette chose qui est sur le vertige. Qu'est-ce qui nous provoque l'abîme? C'est le vertige. L'homme est vertigineux. Si on commence à s'intéresser de près à toutes les possibilités de l'homme, on est vite arrivé au vertige. Alors, José, donc, vous avez parlé déjà de votre passé, de votre intérêt pour le surréalisme. Alors, qu'est-ce qui vous a construit en tant que peintre et auteur de bande dessinée? Est-ce que vous pouvez donner quelques références qui ont été fondatrices pour vous on a parlé déjà de Lewis Carroll, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter? Bon, j'étais toujours un amateur d'images, de bande dessinée. J'ai appris à lire d'ailleurs assez vite parce que j'avais envie de lire les bandes dessinées que mon père lisait pour moi quand j'étais petit. Donc à 4 ans, je savais lire et
j'avais un plaisir immense à lire les histoires de Donald et Picsou, de Karl Barks. Voilà, d'où John Alberto, qui est une référence directe à Karl Marx, hein, dans votre Voilà, le c'est canard. un Hein, ouais. hommage, Un hommage. livre dédié à Ouais, Karl ouais. Barks. Donc mon rêve d'enfant était de devenir auteur de bande dessinée. Je trouve que c'est un langage extraordinaire, la bande dessinée. Il est d'une puissance, d'une énergie. Il y a un monde de possibilités sur la bande dessinée. J'ai toujours lu la bande dessinée et très vite j'ai commencé aussi à faire des bandes dessinées, mais évidemment des bandes dessinées d'enfants, après des bandes dessinées d'adolescents et des choses qui sont arrêtées au milieu, que je n'ai pas donné de suite. Et l'adolescence, évidemment, malgré le fait que j'habitais au Brésil, j'ai connu Metal Hurlant, Ah. avec ces artistes extraordinaires qui étaient Moebius, Druillet, Casa et d'autres, Schuiten, etc. Ça m'a ouvert encore plus l'univers graphique. Et finalement, à peu près à l'âge de 40 ans, comme Karl Barks d'ailleurs, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. D'accord. À 15 ans, j'ai eu une autre révélation qui était l'œuvre de Dali. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la peinture surréaliste. D'accord. Et j'ai eu le métier de peintre pratiquement exclusif. Je ne faisais que ça pratiquement pendant plus de 30 ans. Et c'est que dans les 15 dernières années que j'ai fait aussi de la bande dessinée. Et que vous fusionnez, on en parlait dans l'horloge finalement, l'histoire est rythmée par des peintures. Oui, hein. L'horloge est plus ou moins une œuvre de transition, entre la peinture et la bande dessinée. D'ailleurs, c'est très symbolique, dans le premier chapitre, il y a un peintre qui meurt. Qui meurt, ouais. Donc ça, il vous ressemble un peu, effectivement. Oui. C'est mort symbolique. Et vous avez arrêté la peinture définitivement là, Non, pas du tout. Continuez, hein, je toujours. continue parce que j'adore peindre. J'aime beaucoup les couleurs. Et j'aime aussi m'exprimer toujours par la peinture. Alors là, on voit, vous pouvez voir pour les gens que ça intéresse, on a un recueil de peinture là qui s'appelle Roosevelt, c'est ça, on va le montrer. Et ça, on le trouve aux éditions du Canard aussi. Non, ça c'est un. Cet recueil a été édité par une galerie danoise en 2010. D'accord. Il n'a pas été diffusé dans les librairies, mais il peut être trouvé sur certains sites de vente de livres comme Amazon ou d'autres, Barnes Noble. On trouve facilement. Et même si vous faites une petite recherche, José Roosevelt, je pense que c'est pas difficile de trouver le livre. Une bonne façon, enfin, si on veut voir l'ensemble de votre œuvre, il faut considérer les deux, de toute façon. C'est pas la peinture et la bande dessinée. Absolument. Oui. Autre question maintenant, si on suit le fil qui est tendu sur l'abîme, finalement, d'où vient l'homme d'après vous? Quelle est votre conception de l'origine de l'homme à travers une belle peinture là? Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, dans cette peinture, on voit un enfant, deux enfants, un enfant mâle, un enfant femelle, dans une sorte d'énorme poire qui le sert de maison. C'est encore une image surréaliste. Il y a une source qui coule. La source qui coule, c'est toujours une idée d'origine qui vient. Et la poire est un fruit un peu fétiche dans mon univers pictural. Quelle est l'origine de l'homme? C'est aussi une vaste question. Qui pourra vraiment la répondre? On est là. On peut formuler beaucoup d'hypothèses. Il y a des réponses que les scientifiques peuvent apporter, il y a des réponses que les mystiques apporteront eux. Alors quel est votre angle de vue à vous maintenant Moi qui m'intéresse un peu à tout, je n'ai jamais trouvé vraiment une réponse satisfaisante. Il y a beaucoup de choses qui me touchent beaucoup dans la philosophie, dans la mystique. Et on ne peut pas nier certains concepts scientifiques non plus.
Mais c'est tout, il m'apporte plus de questions, et je pense que c'est le cas aussi pour les philosophes, pour les scientifiques, que de réponses. Ouais. En lisant vos BD, on a l'impression, vous allez me dire si je me trompe, que l'homme, il est quand même aux mains de gens qui sont censés avoir la connaissance, qui sont censés avoir la sagesse, mais qui sont des truqueurs. Donc il y a quand même l'idée peut-être d'un ordre du monde qui serait un peu comme chez Platon, le jouet d'un mauvais démiurge quelque part, et que l'homme démasque ça finalement dans sa quête. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez enfin, là-dedans ou pas? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Il y a tant de... Il y a un côté platonicien dans ce que vous Oui, faites. il y a Hein? l'histoire. Oui, il y a l'histoire d'Adam et Ève aussi. Aussi, ouais, Est-ce ouais. que avoir désobéi à Dieu et manger le fruit défendu, c'était une tragédie ou une chance pour l'humanité? Ah. Alors vous, c'est pas la pomme, c'est la poire. Alors, vous avez pas fait une réponse. Qu'est-ce qu'elle symbolise cette poire pour vous finalement? Alors la poire, c'est un symbole tellement profond Mhm. que moi-même, je suis en train de chercher une signification complètement satisfaisante. J'ai fait déjà quelques interprétations. Il y a même certaines personnes qui suivent un peu mon travail, qui ont fait aussi les siennes à propos de la poire. Moi, je pourrais dire peut-être que la poire, c'est un fruit qui, par sa forme, qui est celle d'une sphère, qui s'allonge vers le haut dans un cône, qui est un fruit qui a une tendance à la verticalité. Donc, par sa forme déjà, elle s'approche de l'homme, elle pourrait le symboliser, parce que l'homme est un animal vertical. On pourrait dire là, pour paraphraser Nietzsche, que l'homme est une corde tendue entre la terre et le ciel. Aussi, la corde après, ouais. N'est-ce pas? Mais il y a une aspiration à la transcendance derrière ça aussi, non? Ou c'est je pense que l'homme aspire toujours. Cette verticalité que vous évoquez. C'est peut-être quelque chose qui nous distingue peut-être de l'animal dit irrationnel. C'est cette tendance à un dépassement de soi, soit au niveau spirituel, soit même au niveau social. On construit des sociétés, des nations, on essaye même de réunir les nations dans un grand tout. Et on essaye de conquérir la terre et de conquérir l'espace. L'homme est un peu cet animal qui cherche à se dépasser. Est-ce que c'est une malédiction ou c'est un... Alors, dans votre tableau, il n'y a pas cette notion de péché originel. Il y a un homme, une femme, une poire, il y a une maison, il y a une communauté. Et le fruit n'est pas un fruit maudit, là. Non. D'ailleurs, la question de péché, c'est aussi quelque chose qu'on peut débattre. Qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce que c'est que le sacré? Qu'est-ce qui est sacré pour vous, finalement, aujourd'hui? Tout est sacré. La vie est sacrée, l'homme est sacré. Donc, José, quel est votre futur éditorial? Alors, je crois qu'il y a un nouvel album qui va sortir bientôt, Alice au musée. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu? Voilà, toujours par les éditions de Canard. Les éditions de Canard, actuellement, ont tous les droits sur tous mes albums. Donc, j'ai réédité certains albums qui sont parus dans d'autres maisons d'édition auparavant. Et je continue à publier de nouveaux ouvrages. Celui-là, il va paraître en mai cette année. C'est tout bientôt, en fait. Et c'est un recueil de mes dernières peintures. Et elles ne sont pas toutes là. Il y a surtout les peintures où Alice, d'une façon claire, d'une façon un peu subtile, elle apparaît. Dans ce bouquin aussi, un rapport au volume 7 de ce, où dans un rêve, Yann se voit dans un musée. Et on va retrouver en tout cas 2 des tableaux qui sont là, reproduits dans ce passage où Yann est dans le musée. Donc, on peut considérer peut-être le lecteur de la série Ce
il pourra considérer que le musée où Yann se promène, il Il est est représenté là-dedans. là-dedans. D'accord. Et alors, qu'est-ce que le personnage d'Alice a encore à vous apprendre? Qu'est-ce que c'est encore une source d'inspiration chez vous? Qu'est-ce que vous développez autour de ça? Toujours une source d'inspiration. Alice, déjà parce que c'est une femme, donc intuitive, c'est le côté droit du cerveau. Et en plus, elle est un enfant. Donc, elle est cet être qui a l'avenir devant lui. Voilà. Donc, c'est une source d'espoir. Voilà. C'est l'avenir en puissance, voilà, disons. Donc, dernière grande question finalement, José, quel est d'après vous l'avenir de l'homme? Alors là, avec une illustration du mythe de Pandore, la boîte de Pandore, hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette peinture? Alors, Pandore, selon la mythologie, elle a ouvert une boîte qui lui a été confiée et qu'elle ne devait pas ouvrir. Vous voyez, il y a encore une interdiction qui a été bravée. Et tous les mots MAUX sont sortis de cette boîte et qui ont provoqué le malheur du monde. Et tout au fond de la boîte, il restait l'espoir. Donc, vous voyez, dans toutes ces cosmogonies, il y a cette interdiction, ce personnage qui tout d'un coup, c'est le grain de sable qui va faire rayer la mécanique. Et qui va provoquer quelque chose, qui va provoquer un destin. Donc avec Pandore, c'est le destin de l'humanité qui s'est dessiné. Alors peut-être effectivement un destin tragique. On arrive à un moment de notre histoire où l'homme est en train de détruire les possibilités de sa propre survie. Je pense que le seul vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'écologie. Parce que c'est la terre, c'est la nature qui est en train de réagir. Les problèmes des guerres et même de la famine dans le monde, je pense qu'ils peuvent être résolus avec un peu de bon sens. Parce qu'il s'agit toujours de répartition de biens et d'amour au prochain. Mais quand on blesse la terre, elle ne pardonne pas. Et je me demande souvent si on n'est pas dans le même cas des dinosaures. Les dinosaures ont disparu, pourquoi? Parce qu'ils étaient trop grands. C'est peut-être un problème de taille. Notre cerveau, peut-être qu'il a trop grandi et qu'il cause notre faim. Bon, malheureusement, l'homme a décidé, par une sorte d'orgueil, est-ce que cet orgueil il est né de la boîte de Pandore, il est né de fruits défendus. Il s'est vu à partir d'un certain moment séparé de la nature. Il ne se considère pas comme faisant partie de la nature. Et c'est là l'erreur grave qu'on commet aujourd'hui. Parce que quand on blesse la nature, on blesse l'homme. Et probablement, justement, on va disparaître. Mais la nature, elle va continuer comme elle a continué après la disparition des dinosaures. Donc, si vous me dites vous êtes pessimiste en rapport à l'homme, je dirais je suis optimiste en rapport à la nature. Oui. Tout va se renouveler comme ça se renouvelait à chaque printemps. Nous sommes au printemps. Regardez les arbres, écoutez les oiseaux. Elles sont fleuries. Il y a cette vie qui repousse. Ce qui veut dire que la vie, dont l'homme est un symptôme, peut se transformer en fait. Vous pensez qu'il y a une continuité de la vie? C'est un mouvement très mystérieux, c'est le mouvement de la vie, mais il est d'une puissance énorme vis-à-vis de l'homme. L'homme n'est qu'une petite expression de ce mouvement de la vie. Donc la nature, effectivement, le lien de l'homme à la nature, c'est pas quelque chose qui est vraiment explicite dans votre œuvre. Moi j'avais vu dans l'horloge notamment que vous montriez le monde et la nature comme quelque chose de profondément ambivalent, avec la symbolique du yin et du yang.
Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça pour... La symbolique de Yin et Yang, c'est encore une interprétation. C'est très profond, c'est très complexe, c'est très intéressant. Il y a toute une philosophie qui est née de ce concept. Mais est-ce qu'on peut vraiment le tenir comme une philosophie finale? Mhm. Mais est-ce que la nature, pour être concret, est-ce que vous pensez qu'elle est uniquement bonne ou est-ce qu'elle est plutôt yin-yang, c'est-à-dire bonne et mauvaise à la fois? L'idée de Yin et de Yang, dans ce qui est là d'intéressant, c'est justement de dire que tout possède ces deux côtés. Mhm. On n'a pas un Dieu bon qui crée un monde bon Mhm. et qu'après il y a le diable mauvais qui le... Non, le yin et yang, il se trouve dans tout. C'est ce qu'on retrouve chez Jung, la pensée jungienne. Alors, c'est une question que je n'ai pas posée jusqu'à présent, mais est-ce que la psychologie et profondeur de Jung vous a influencé? J'imagine que oui, dans votre œuvre. Oui, comme la freudienne aussi. Aussi, Oui, ouais. j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ces deux auteurs et Mhm. d'autres qui ont suivi, qui ont quand même développé des systèmes plus raffinés et qui étaient un peu plus difficiles pour moi déjà parce que mon intérêt va jusqu'à un certain point. Mhm. Je n'arrive pas au degré de spécialisation ou alors il faut me consacrer à l'étude sérieuse de la psychologie ou de la psychiatrie. Ouais. Mais jusque je peux intuitivement plus que intellectuellement suivre cette histoire, cette idée, ce concept de yin et yang, il existe même dans chaque homme. Mhm. Donc on a notre part intuitive, notre part féminine et notre part masculine qui entrent en accord et ne sont pas en lutte, mais ils sont en accord pour former une personnalité. Donc, vous pensez que le processus d'individuation, notamment, c'est quelque chose qui est réalisable pour un être humain, alors? La conjonction des C'est-à-dire, opposés, hein, justement. mais on ne peut pas échapper. Ouais. Les opposés, ils sont de toute façon dans tout, dans toute pensée. Mhm. Dès qu'on parle d'un sujet qu'on défend, disons, un point de vue, c'est comme si on suggérait, il y a le point de vue contraire. Alors, est-ce qu'on peut pas échapper à ça à un moment donné? Est-ce que vous pensez pas finalement que s'il y a une malédiction, finalement, ça serait celle-là? Ça serait que on est double, on est divisé, on est des fois complémentaire. Est-ce que l'homme, justement, alors peut-être grâce à l'art, par moment, ne peut pas échapper à cette espèce de division qui est source quand même d'énormément de conflits finalement quand on C'est réfléchit. source de conflit, mais c'est en même temps une source de construction, Ouais. c'est une source de formation. Que serait de la pensée philosophique grecque s'il n'y avait pas avant toute la mythologie Bien grecque, sûr. avec ses Mhm. tragédies, avec ses drames, et que serait de la peinture de Van Gogh s'il n'avait pas souffert physiquement. Alors, à contrario, là, on parle, vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez joyeux, d'assez équilibré. Est-ce qu'il faut absolument souffrir pour faire de l'art? Et aujourd'hui, après, avec l'œuvre que vous développez, est-ce que cette œuvre, elle a changé quelque chose en vous profondément? Est-ce que vous êtes plus équilibré, mieux qu'avant à travers ce que vous avez fait? Je Ouais. pense parce qu'il y a un dialogue entre le créateur et son œuvre. C'est dit de façon simple, hein, Mhm. ce dialogue, parce qu'il y a des multiplicités d'autres choses qui entrent en ligne de compte, Mhm. parce qu'il n'y a pas que le créateur et son œuvre, il y a tout ce qui influence le créateur. Donc le créateur est un peu comme un canal par où la beauté, elle passe, Mhm. elle s'exprime. Et en même temps, il se nourrit de cette œuvre. Il se nourrit même de ce qu'il fait. Et je pense que si je suis plus équilibré aujourd'hui, c'est pas seulement grâce à mon travail, c'est tout simplement parce que j'ai vécu
J'ai vécu aussi des choses qui n'ont rien à voir avec ma création artistique ou bédéistique et qui ont collaboré à une sorte d'équilibrage de ma personnalité, de moi comme homme, et que j'ai transféré sur mon travail, que j'ai transféré sur ma bande dessinée. J'ai dit souvent, j'ai donné des cours de bande dessinée pendant une année à une école en Suisse. Je disais à mes élèves, je suis très à cheval sur le côté technique de nos bandes dessinées à propos de votre travail. Mais je vous pardonne absolument vos scénarios. Parce qu'on ne peut pas écrire un bon scénario avant 40 ans. Parce qu'on a besoin non seulement d'un vécu littéraire, mais d'un vécu tout court. On ne peut parler bien de ce qu'on a vécu. Donc vous demandez à un adolescent de 14 ans d'écrire une histoire d'amour, il va utiliser des phrases qu'il a entendues ici et là, mais ça va sonner creux, parce qu'il n'a pas vécu. Donc, ce vécu nous forme, il nous nourrit aussi, et en même temps qu'il nous sert d'exutoire. C'est un dialogue perpétuel. Bien sûr. Et donc, l'homme que vous représentez dans votre série Ce, qui va être achevé en 2020, donc là, vous allez avoir peut-être un message à passer à travers ça, ou vous allez effectivement... On a l'impression que vous aimez bien les fins ouvertes finalement. Oui. Vous n'aimez pas condamner vos personnages. Vous n'êtes pas un auteur pessimiste, mais vous laissez une porte ouverte à chaque fois. Est-ce que c'est, sans dévoiler la fin de votre série, est-ce que c'est quelque chose qui est une constante chez vous, ça, cette volonté de ne pas clôturer absolument les choses? Disons que je m'approche un peu de manga dans ce sens-là. J'ai lu plusieurs mangas où l'important n'est pas la fin, mais c'est ce qui se passe entre le début et la fin de livre. Donc, souvent, il n'y a pas une conclusion. Et j'aime beaucoup ça. En Occident, on a un peu cette idée que la fin d'une histoire, elle justifie tout ce qui vient avant. On a écrit une histoire pour qu'elle arrive à cette conclusion. Il y a toujours une conclusion, évidemment. Il y a le mot fin qui arrive à un certain moment. Le livre termine à un certain moment, quand j'ai fait une bande dessinée. Mais, comme j'ai dit dans le livre d'Erfal le Magnifique, c'est quand on ferme le livre que tout commence. Un vrai livre, un vrai bon livre, disons, c'est le livre qui nous transforme. On n'est plus le même après l'avoir lu. Mais c'est après avoir fini ce livre que tout commence. Voilà, belle invitation à lire vos œuvres. José, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Le site internet où on peut trouver et commander vos livres, si vous pouvez le donner, là, allez-y. Alors, mes livres ils sont diffusés, c'est-à-dire qu'ils sont en principe dans les rayons des librairies, en France, Édition en du Belgique, Canard, en Suisse. catalogue 2014, voilà. Ils peuvent aussi être commandés chez moi, évidemment. Il y a un site internet qui est assez complet, c'est www.joanalberto.ch. Voilà. Joan Alberto comme le nom du canard, votre canard fétiche. Voilà, le canard fétiche. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.